Je n'osais pas regarder derrière moi et je ne savais pas si elle était revenue à la fenêtre. À mesure que j'approfondissais cette question, je devenais de plus en plus inquiet et nerveux. Probablement elle était là, en ce moment, à suivre avec attention tous mes mouvements, et c'était absolument insupportable de se sentir ainsi, épié par derrière. Je me redressai du mieux que je pus et continuai mon chemin. Je commençai à sentir des secousses dans les jambes, et ma démarche devint incertaine par la tension de ma volonté pour la rendre élégante. Afin de paraître calme et indifférent, je balançais les bras d'une manière absurde, je crachais par terre et levais le nez en l'air, mais rien n'y faisait. Je sentais, constamment sur ma nuque, les yeux persécuteurs, et des frissons glacés me parcouraient le corps. Enfin, je cherchai refuge dans une rue latérale, d'où je fis route vers la rue des Saules, pour rentrer en possession de mon crayon. Je n'eus aucune peine à me le faire rendre. L'homme m'apporta le gilet et me pria d'examiner toutes les poches par la même occasion. J'y trouvai aussi quelques reconnaissances que je pris sur moi, et je remerciai cet homme aimable de sa complaisance. Je me sentais de plus en plus attiré vers lui, et tout à coup il me parut d'une grande importance de donner à cet individu une bonne opinion de moi. Je fis un pas vers la porte, puis revins au comptoir comme si j'avais oublié quelque chose. J'estimais lui devoir une explication, un éclaircissement, et je me mis à fredonner pour attirer son attention. Puis je pris le crayon dans ma main et le levai en l'air. Je n'aurais jamais eu l'idée, dis-je, de faire ce long chemin pour un crayon quelconque, mais pour celui-ci, c'est une autre affaire, une raison spéciale. Tout insignifiant qu'il paraisse, c'est ce bout de crayon, tout simplement, qui m'a fait ce que je suis dans le monde, qui m'a, pour ainsi dire, mis à mon rang dans la vie. Je n'en dis pas davantage. L'homme vint tout près du comptoir. « Ah, bah !» dit-il, et il me regarda curieusement. « C'était avec ce crayon, continuai-je froidement, que j'avais écrit mon traité de la connaissance philosophique en 3 volumes. N'en avait-il pas entendu parler ?» L'homme croyait bien avoir entendu le nom, le titre. « Oui, dis-je, c'était de moi ce livre. Aussi ne devait-il pas s'étonner si je tenais à retrouver ce petit bout de crayon. Il avait une bien trop grande valeur à mes yeux. C'était pour moi comme un petit être humain. Du reste, je lui étais sincèrement reconnaissant de son bon vouloir, et je lui en garderais le souvenir. Si, je lui en garderais réellement le souvenir. Une parole était une parole. Voilà comme j'étais. Et il le méritait. Adieu. » J'avais sans doute, en gagnant la porte, l'allure d'un homme en passe de vous procurer une haute situation. Le respectable usurier s'inclina devant moi par 2 fois, pendant que je m'éloignais. Je me retournai encore et lui dis adieu. Dans l'escalier, je rencontrai une femme qui portait une valise à la main. Devant mon attitude hautaine, elle se rangea craintivement de côté pour me faire place. Involontairement, je fouillai dans ma poche pour lui donner quelque chose. Comme je ne trouvais rien, je devins tout penaud et passai devant elle tête basse. Peu après, je l'entendis qui frappait, elle aussi, à la porte de l'échoppe. Il y avait sur cette porte un grillage de fil de fer et je reconnus aussitôt le bruit de cliquetis qu'il rendait au contact de phalanges humaines. Le soleil était en plein sud, il était environ midi, la ville commençait à se mettre en mouvement, l'heure de la promenade approchait, et le flot des gens, souriant et saluant, ondulait dans la rue Karl Johann. Je collai les coudes au corps, me fis tout petit et passai inaperçu à côté de quelques connaissances qui s'étaient emparées d'un coin près de l'université pour regarder les passants. Je remontai la rampe du château et tombai en méditation. Ces gens que je rencontrais, comme ils balançaient légèrement et joyeusement leurs têtes blondes et pirouettaient dans la vie comme dans une salle de bal. Pas l'ombre de souci dans tous ces yeux que je voyais, pas le moindre fardeau sur ses épaules, peut-être pas une pensée nuageuse, pas une petite peine secrète dans aucune de ces âmes heureuses. Et moi, je marchais à côté de ces gens, jeunes, tout frais et clos, et pourtant j'avais oublié déjà la figure du bonheur. Je me berçais dans cette pensée, et je me trouvais victime d'une cruelle injustice. Pourquoi ces derniers mois m'avaient-ils si rudement maltraité? Je ne reconnaissais plus du tout mon heureux caractère. De tous côtés j'étais en butte au plus singulier tourment. Je ne pouvais pas m'asseoir à l'écart sur un banc, ni mettre un pied quelque part, sans être assailli par de petites contingences insignifiantes, de misérables bagatelles
qui s'insinuait parmi les représentations de mon esprit et dispersait mes forces à tous les vents. Un chien qui me frôlait, une rose jaune à la boutonnière d'un monsieur, pouvaient mettre mes pensées en branle et m'occuper pendant longtemps. Quelle était mon infirmité? Était-ce le doigt de Dieu qui m'avait désigné? Mais pourquoi précisément moi? Pourquoi pas tout aussi bien, pendant qu'il y était, un homme dans l'Amérique du Sud? Plus j'y réfléchissais, plus il me devenait inconcevable que la grâce divine m'eût choisi justement comme cobaye pour expérimenter ses caprices. C'était une singulière manière d'agir que de sauter par-dessus tout un monde pour m'atteindre, moi, quand elle avait sous la main un libraire antiquaire, Pacha, et un commissionnaire maritime, Henneken. J'allais, discutant cette affaire, sans pouvoir en venir à bout. Je trouvais les plus fortes objections contre l'arbitraire du Seigneur qui me faisait expier la faute de tous. Même après avoir trouvé un banc et m'être assis, cette question continuait à m'occuper et m'empêchait de penser à autre chose. Depuis ce jour de mai où avaient commencé mes tribulations, je pouvais constater une faiblesse qui s'accentuait peu à peu. J'étais devenu en quelque sorte trop las pour me conduire et me diriger où je voulais. Un essaim de petites bêtes malfaisantes avait pénétré dans mon être intime et l'avait évidé. Était-ce l'intention arrêtée de Dieu de me détruire complètement? Je me levai et marchai de long en large devant le banc. À ce moment, tout mon être atteignait au paroxysme de la souffrance. J'avais même des douleurs dans les bras, et il m'était presque intolérable de les tenir en position normale. De mon dernier repas, trop copieux, je ressentais aussi un fort malaise. L'estomac surchargé, la tête en feu, je faisais les 100 pas sans lever les yeux. Les gens qui allaient et venaient glissaient devant moi comme des lueurs. Finalement, mon banc fut envahi par quelques messieurs qui allumèrent leurs cigares et se mirent à bavarder très haut. La colère me prit, et je fus sur le point de les interpeller, mais je fis demi-tour et m'en allai tout à l'autre bout du parc, où je trouvai un nouveau banc. Je m'assis. L'idée de Dieu recommença de m'occuper. Je trouvais absolument injustifiable de sa part de s'interposer chaque fois que je cherchais une place et de tout gâcher du moment que je demandais simplement mon pain quotidien. J'avais remarqué très nettement que si je jeûnais pendant une période assez longue, c'était comme si mon cerveau coulait tout doucement de ma tête et me laissait vide. Ma tête devenait légère et comme absente, et je n'en sentais plus le poids sur mes épaules, et si je regardais quelqu'un, j'avais la sensation que mes yeux étaient fixés et démesurément ouverts. J'étais assis sur le banc, plongé dans ces réflexions, et je devenais de plus en plus amer contre Dieu à cause de ses persistantes tracasseries. S'il croyait me rapprocher de lui et me rendre meilleur en me martyrisant, en accumulant les déboires sur ma route, il se trompait quelque peu, je pouvais le lui garantir. Je levai les yeux vers le Très-Haut, pleurant presque d'orgueil et de défi, et je le lui dis, une fois pour toutes, mentalement. Des bribes de mon catéchisme me revinrent à la mémoire. Le style de la Bible chanta à mes oreilles, et je me parlais tout doucement à moi-même en penchant la tête de côté sarcastiquement. Pourquoi m'inquiéter de ce que je mangerais, de ce que je boirais, de ce que j'introduirais dans cette misérable boîte à asticots qui s'appelait mon corps terrestre? Mon Père céleste n'avait-il pas pris soin de moi comme des oiseaux du ciel? Ne m'avait-il pas fait la grâce de me désigner du doigt comme son humble serviteur? Dieu avait fourré son doigt dans le réseau de mes nerfs, et, discrètement, en passant, il avait un peu embrouillé les fils. Et Dieu avait retiré son doigt. Et voyez, il restait à ce doigt des fibres et de fines radicelles arrachées au fil de mes nerfs. Et il y avait un trou béant à la place touchée par son doigt, qui était le doigt de Dieu, et une plaie dans mon cerveau sur le passage de son doigt. Mais après que Dieu m'eut touché avec le doigt de sa main, il me laissa tranquille et ne me toucha plus, et il ne permit pas qu'il m'arrivât aucun mal. Mais il me laissa aller en paix, et il me laissa aller avec le trou béant. Et aucun mal ne m'arriva par la volonté de Dieu qui est le Seigneur de toute éternité. Le vent m'apportait des bouffées de musique du square des étudiants. Il était donc plus de 2 heures. Je sortis mon papier pour essayer d'écrire quelque chose, et je fis tomber de ma poche mon carnet de coiffeur. Je l'ouvris et comptai les feuilles. Il restait 6 bons. Dieu soit loué, dis-je involontairement. Je pouvais toujours me faire raser pendant quelques semaines et avoir l'air présentable. Et subitement,
je me sentis de meilleure humeur à la vue de cette petite propriété qui me restait encore. Je lissai soigneusement les bons et serrai le carnet dans ma poche. Mais écrire m'était impossible. Après quelques lignes, il ne me venait plus la moindre idée. Mes pensées étaient ailleurs, et j'étais incapable de me tendre dans un effort déterminé. Tout m'influençait et me distrayait. Tout ce que je voyais me faisait une impression neuve. Des mouches et de petits moucherons se posaient sur mon papier et me dérangeaient. Je soufflais dessus pour les chasser. Je soufflais de plus en plus fort, mais sans succès. Les petites brutes se calent sur leur derrière, se font lourdes et résistent dans un effort qui courbe leurs pattes grêles. Il n'y a pas moyen de les faire bouger de place. Elles trouvent un point où s'accrocher, arc-boutent les talons sur une virgule ou une aspérité du papier et restent immobiles, inébranlables, aussi longtemps qu'elles-mêmes ne trouvent pas bon de s'en aller. Un bon moment, ces petits monstres continuèrent à m'occuper. Je croisai les jambes et pris mon temps pour les observer. Tout d'un coup, du square des étudiants, quelques notes aiguës de clarinette me déchirèrent les oreilles et donnèrent une nouvelle impulsion à ma pensée. Découragé de ne pouvoir venir à bout de mon article, je remis les papiers dans ma poche et m'appuyai au dossier du banc. À ce moment, ma tête était si claire que je pouvais concevoir les plus subtiles pensées sans trace de fatigue. Étendu dans cette position, je laisse courir mon regard le long de ma poitrine et de mes jambes, et je remarque le soubresaut de mon pied à chaque pulsation du sang. Je me redresse à moitié et considère mes pieds. J'éprouve alors une sensation étrange et fantastique que je n'avais encore jamais ressentie. C'était, au long de mes nerfs, une secousse légère, merveilleuse, comme si des ondes de lumière les avaient parcourus. En jetant les yeux sur mes souliers, il me semblait rencontrer un bon ami, ou retrouver une partie détachée de moi-même. C'était comme une reconnaissance. Ce sentiment fait vibrer mes sens, les larmes me viennent aux yeux, et je perçois mes souliers comme le léger murmure d'une musique qui monte vers moi. Faiblesse, me dis-je rudement à moi-même. Je serrai les poings en disant « Faiblesse !» Je me moquais de moi-même à cause de ces sentiments ridicules. Je me plaisantais avec une parfaite lucidité. Je me parlais raison avec une grande sévérité et serrais violemment les yeux pour en chasser les larmes. Comme si je n'avais encore jamais vu mes souliers, je me mis à étudier leur aspect, leur mimique quand je remuais le pied, leur forme et leurs tiges usées, et je découvris que leurs rides et leurs coutures blanchies leur donnaient une expression, leur communiquaient une physionomie. Quelque chose de mon être avait passé dans ces souliers. Il me faisait l'effet d'une haleine qui montait vers mon moi, d'une partie respirante de moi-même. Je déraisonnais sur ces sensations un long moment, peut-être 1 heure entière. Un petit vieillard vint occuper l'autre bout de mon banc. En s'asseyant, il respira profondément, fatigué de sa marche, et dit « Oui, 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 ah, oui. » Dès que j'entendis sa voix, ce fut comme si le vent balayait l'intérieur de ma tête. Des souliers n'étaient que des souliers. Et déjà il me semblait que l'état d'égarement que je venais de vivre remontait à une époque dès longtemps révolue, peut-être 1 année ou 2 en arrière, et qu'il était en train de s'effacer peu à peu de ma mémoire. Je me mis à regarder le vieux. En quoi pouvait-il m'intéresser, ce petit homme? En rien, pas le moins du monde, si ce n'est qu'il tenait à la main un journal, un vieux numéro, avec la page d'annonce à l'extérieur, dans lequel il semblait avoir enveloppé une chose ou une autre. Ma curiosité s'éveilla, et je ne pouvais détacher les yeux de ce journal. L'idée insensée me vint que ce pouvait être un journal singulier, unique en son genre. Ma curiosité croissait, et je commençai à me déplacer sur le banc. Ce pouvaient être des documents, des pièces dangereuses volées dans les archives, et la pensée m'effleura d'un traité secret, d'une conspiration. L'homme était assis tranquillement et songeait. Pourquoi ne portait-il pas son journal comme tout autre individu porte un journal avec le titre en dehors? Qu'est-ce que c'était que ce genre de ruse? Il n'avait pas l'air de vouloir lâcher son paquet. Pour rien au monde, il n'osait peut-être même pas le confier à sa propre poche. J'aurais mis ma main au feu que ce paquet cachait quelque chose. Je regardais en l'air. Précisément, l'impossibilité de pénétrer ce mystère me rendait fou de curiosité.
Je cherchais dans mes poches quelque chose à donner à l'homme pour lier conversation, et trouvais mon carnet de coiffeur. Mais je le recachais. Subitement j'eus l'idée de payer d'audace. Je caressai mon gousset vide, et je dis « Puis-je vous offrir une cigarette ?»« Merci. » L'homme ne fumait pas. Il avait dû cesser pour ménager ses yeux. Il était presque aveugle. « Je vous remercie beaucoup, du reste. » Y avait-il longtemps que ses yeux étaient malades? Alors peut-être ne pouvait-il non plus lire? Pas même les journaux? Pas même les journaux, malheureusement. L'homme me regarda. Ses yeux malades avaient chacun une taie qui leur donnait un aspect vitreux. Son regard était blanc et faisait une impression répugnante. « Vous n'êtes pas d'ici ?» dit-il. « Non. » Ne pouvait-il pas même lire le titre du journal qu'il tenait à la main? À peine. Du reste, il avait tout de suite entendu que j'étais étranger. Il y avait dans mon intonation quelque chose qui le lui disait. Il lui en fallait si peu, il avait l'ouïe si fine. La nuit, quand tout le monde dormait, il pouvait entendre les gens respirer dans la chambre voisine. Que voulais-je dire, où demeurez-vous? Instantanément, un mensonge surgit tout près dans ma tête. Je mentis contre ma volonté, sans dessein et sans arrière-pensée, et je répondis « Place Saint-Olaf, numéro 2 ». Vraiment? L'homme connaissait chaque pavé de la place Saint-Olaf. Il y avait une fontaine, quelques becs de gaz, 2 arbres, il se rappelait tout. À quel numéro demeurez-vous? Je voulus en finir et me levai, poussé à bout par l'idée fixe du journal. Il fallait éclaircir ce mystère coûte que coûte. Puisque vous ne pouvez pas lire ce journal, pourquoi? Au numéro 2, avez-vous dit, je crois? Continua l'homme sans prêter attention à mon agitation. Il fut un temps où je connaissais tout le monde au numéro 2. Comment s'appelle votre propriétaire? En toute hâte, j'inventai un nom pour me débarrasser de lui. Je fabriquai ce nom sur le champ et le projetai dans l'espace pour arrêter mon persécuteur. Apolati, dis-je. Apolati, oui, approuva l'homme sans perdre une syllabe de ce nom difficile. Je le regardai avec étonnement. Il gardait tout son sérieux et avait une mine réfléchie. Je n'avais pas plutôt prononcé ce nom stupide, qui m'était venu à l'esprit, que l'homme le reconnaissait et feignait de l'avoir déjà entendu. Entre-temps, il posa son paquet sur le banc, et je sentis toute ma curiosité vibrer dans mes nerfs. Je remarquai qu'il y avait sur le journal quelques taches de graisse. « N'est-il pas marin, votre propriétaire ?» demanda l'homme, et il n'y avait pas trace d'ironie dans sa voix. « Je crois me rappeler qu'il était marin. »« Marin? Faites excuse, ce doit être son frère que vous connaissez. Celui-ci est en effet J.A. Apolati, agent. » Je croyais que ceci allait l'achever, mais l'homme se prêtait à tout. « Il paraît que c'est un habile homme, à ce qu'on m'a dit, » fit-il pour tâter le terrain. « Oh, c'est un roublard, » répondis-je, « une fameuse tête pour les affaires, agent pour n'importe quoi, érelle pour la Chine, plumé duvet de Russie, peau, pâte de bois, encre. Hé hé, bougre de bougre, » interrompit le vieillard tout ragaillardi. Ça commençait à devenir intéressant. Je n'étais plus maître de la situation. L'un après l'autre, les mensonges surgissaient dans ma tête. Je me rassis, j'avais oublié le journal, les documents mystérieux, je m'excitais et coupais la parole à mon interlocuteur. La naïveté du petit nain me rendait téméraire. Je voulais l'abreuver de mensonges, sans ménagement, le mettre en déroute, grandiosement. Avait-il entendu parler du psautier électrique que Apolati avait inventé? Quoi? Avec des lettres électriques qui devenaient lumineuses dans l'obscurité. Une entreprise absolument colossale. Des millions de couronnes en mouvement, des fonderies et des imprimeries en pleine activité, des légions de mécaniciens occupés avec des appointements fixes. J'avais entendu parler de 700 hommes. « Qu'est-ce que je vous disais ?» fit l'homme tout doucement. Il n'en dit pas davantage. Il croyait tout ce que je racontais, mot pour mot, et néanmoins il n'était pas frappé de stupeur. Cela me déçut un brin. J'avais espéré le voir affolé par mes inventions. J'imaginais encore quelques mensonges sans queue ni tête au petit bonheur. Je lui fis entendre que Apolati avait été 9 ans ministre en Perse. « Vous ne vous faites peut-être pas l'idée de ce que cela représente d'être ministre en Perse ?» demandai-je. « C'était plus que roi ici, c'était à peu près comme sultan, s'il savait ce que c'était qu'un sultan. Mais Apolati était venu à bout de tout, jamais une anicroche.
et je racontais Iladjali, sa fille, une fée, une princesse qui avait 300 esclaves et dormait sur une couverture de rose jaune. C'était la plus belle créature que j'eusse vue. Dieu me confonde si de ma vie j'avais jamais vécu pareille vision. « Ah, elle était si belle !» proféra le vieillard d'un air absent, les yeux à terre. « Belle, oh, elle était adorable, elle était charmante à damner un sein. Des yeux couleur de soie sauvage, des bras d'ambre. Un simple regard d'elle vous séduisait comme un baiser, et quand elle m'appelait, sa voix me pénétrait jusqu'au cœur comme un jet de vin. Et pourquoi ne serait-elle pas aussi ravissante? La prenait-il pour un garçon de caisse ou un sapeur-pompier? C'était tout simplement une splendeur du ciel, je lui en donnais ma parole, un conte de fées. « Oui, oui !» fit l'homme quelque peu interloqué. Son calme m'ennuyait. Je m'étais monté à écouter ma propre voix, et je parlais avec le plus grand sérieux. Les documents volés, le traité avec une puissance étrangère étaient sortis de ma pensée. Le petit paquet plat s'étalait sur le banc entre nous deux, et je n'avais plus la moindre envie de l'examiner pour voir ce qu'il contenait. J'étais complètement pris par mes propres histoires. D'étranges visions passaient devant mes yeux, le sang me montait à la tête, et je mentais, à pleine gorge. À ce moment, l'homme fit mine de vouloir partir. Il se souleva sur le banc et demanda, pour ne pas rompre trop brusquement l'entretien, « Il passe pour avoir de grandes propriétés, cet Apolati ?» Comment ce vieil aveugle dégoûtant osait-il jongler avec ce nom étrange, composé par moi, comme si c'était un nom ordinaire qu'on trouvait sur toutes les enseignes d'épiciers de la ville? Il n'en oubliait pas une syllabe, et jamais ne bronchait sur une lettre. Ce nom s'était incrusté dans son cerveau, et y avait pris racine, du premier coup. Cela m'agaçait, et une profonde exaspération montait en moi contre cet individu que rien ne pouvait désarçonner, dont rien n'éveillait la méfiance. « Je n'en ai pas idée, » répondis-je sèchement. « Je n'en ai pas la moindre idée. Du reste, laissez-moi vous dire une fois pour toutes qu'il s'appelle Johann Arendt Apolati, à en juger d'après ses initiales. »« Johann Arendt Apolati, » répéta l'homme, étonné de ma violence. Puis il se tut. « Vous auriez dû voir sa femme, » dis-je avec rage. « Plus grosse personne, hein? Vous ne croyez peut-être pas qu'elle était autrement grosse. »« Si, lui semblait bien. Un pareil homme. » À chacune de mes sorties, le vieillard répondait avec calme et douceur, en cherchant ses mots comme s'il avait peur de faire un impair et de me mettre en colère. « Palsambleu, bonhomme, vous croyez peut-être que je m'amuse à vous bourrer de mensonges ?» criai-je, hors de moi. « Vous ne croyez peut-être même pas qu'il existe un homme du nom d'Apolati. Je n'ai jamais vu pareille arrogance et pareille méchanceté chez un vieillard. Que diable vous prend-il? Et par-dessus le marché, vous avez peut-être pensé à part vous que j'étais pauvre comme Job, parce que j'étais en grande toilette, sans avoir dans ma poche un étui de cigarettes plein. Je ne suis pas habitué à des procédés de ce genre, je dois vous en aviser, et Dieu m'est témoin que je ne les tolérerai ni de vous, ni de quiconque. Tenez-vous-le pour dit. » L'homme s'était levé. Bouche bée, sans une parole, il écouta ma diatribe jusqu'au bout, puis il ramassa vivement son paquet sur le banc et partit, remonta l'allée presque en courant, à petits pas séniles. Je restais assis, regardant son dos qui disparaissait peu à peu, et semblait se courber et se rétrécir de plus en plus. Je ne sais d'où me vint cette impression, mais il me sembla que je n'avais jamais vu un dos plus malhonnête, plus vicieux, et je n'eus aucun remords d'avoir copieusement injurié l'individu avant qu'il me quittât.